Suite à présent de notre modélisation du pion, vous l'avez vu jusqu'à présent, euh, les différentes étapes que nous avons faites ont mis en œuvre une grande quantité d'outils, qu'il s'agisse d'outils de sélection, d'outils de visualisation, d'outils de déplacement, etc., etc., et d'outils de création de points. Donc je vais continuer ici. Pour faire la tête du pion, je vais simplement utiliser une sphère toute bête. Donc je vais venir par contre bien vérifier toujours que mon curseur est au centre des axes. J'ai quitté le mode édition, c'est très important parce que si j'ajoute un nouveau point, un nouvel objet lorsque je suis en mode édition, cet objet va venir se mélanger avec les points de l'objet en cours d'édition. Donc je quitte le mode édition, je bascule en mode objet et je vais faire Add, simplement ici Mesh, UV Sphère. Alors, si euh, j'agrandis un peu cette partie de mon tool shelf, je vois que cette sphère a des segments et des anneaux que je peux encore paramétrer. Alors segments parallèles, rings méridiens ou enfin anneaux, enfin parallèles et méridiens, si on se réfère à des notions un peu plus cartographiques. Je vais ici, vous le verrez pourquoi plus tard, choisir 16 segments et 16 rings. Donc rings anneaux, donc parallèles, et segments, donc ce qui correspond un petit peu à la surface de révolution qu'on a fait pour le point. Alors pourquoi 16 et 16? Vous verrez plus tard. C'est parce que je veux faire coïncider, j'ai choisi tout à l'heure ici 16 duplications, 16 extrusions en spin sur le pion et je veux évidemment que le nombre d'arêtes ici corresponde. Donc j'ai choisi également 16 pour la sphère. Je vais ici déplacer cette sphère en mode objet et venir la positionner au bon endroit, ce qui est beaucoup plus simple à faire en mode objet. On utilise en général en modélisation aussi bien des opérations en mode édition qu'en mode objet. Le sommet de mon pion est légèrement trop gros, je vais donc le redimensionner ici par un Scale, donc touche S du clavier. Je vais redescendre ici un petit peu mon pion et je veux dire que je suis à peu près satisfait de la position de ma sphère. Je vais à présent dupliquer ces objets parce que je veux garder cette étape. Je veux peut-être pouvoir revenir en arrière. Donc je vais sélectionner la sphère, Shift, clic droit et la base du pion. Et je vais faire un Shift D. Ok, donc j'ai une duplication. Clic droit pour annuler le déplacement. Touche M du clavier, donc Move, to Layer. Ce que je pourrais faire ici aussi, simplement, vous le verrez après, je vais vous le montrer. Donc je me suis déplacé sur ce calque-là. Je peux aussi, dans les propriétés des objets, ici, choisir les calques sur lesquels vont venir se positionner mes objets. Donc on voit ici, cette sphère-là, je pourrais la positionner sur ce calque ou sur ce calque. Donc bien faire la différence entre ces calques ici, qui sont des outils de déplacement sur différents calques, ou les calques ici, qui sont des outils de visualisation. J'ai donc deux objets disjoints et je vais à présent les joindre. Alors, l'opération de jonction va venir ajouter la topologie d'un objet à un autre objet et faire disparaître un des deux objets. C'est le but. Donc j'ai donc ici un pion, la base du pion et une sphère. L'objet qui recevra le maillage de l'objet qui va disparaître est toujours le dernier sélectionné. Donc je vais cliquer sur la sphère, puisque je souhaite faire disparaître l'objet sphère et conserver uniquement le pion. Maintenir la touche Shift enfoncée, faire un clic droit sur le pion, et je vais aller chercher ma fonction Join, tout simplement ici dans ma toolbox. Donc je vais faire Join. Join, le raccourci clavier étant CTRL J, et Blender m'a joint les deux objets. Alors pour revenir en arrière, j'aurai deux solutions et je vais les faire toutes les deux. Et c'est important que vous fassiez ces deux étapes. Elles sont très importantes pour comprendre un petit peu le fonctionnement de Blender. Soit je fais un CTRL Z jusqu'à ce que je retrouve ici mes deux objets, d'accord. Soit je vais séparer et donc disjoindre ces deux parties du maillage. Et pour ça, il va falloir que je sélectionne la partie que je veux séparer du reste de l'objet. Alors, pour séparer deux parties du maillage, il va falloir que je sélectionne, par exemple, ici la sphère. Donc, si j'utilise un outil de sélection qui est par exemple ici Border Select, touche B, et que je sélectionne
cette portion, je peux maintenant engager une fonction qui va me séparer cette portion du maillage. Il se trouve que ça ne marcherait pas. Pourquoi? Regardez bien. Je fais pivoter ma scène et seule la moitié de la sélection a été effectuée. Pourquoi? C'est parce que en mode ici d'affichage solide, Blender ne me sélectionne que les points visibles. Il ne va pas traverser le maillage à moins que j'ai ici cliqué sur cette petite option. Alors le plus simple quand on veut faire des sélections comme ça qui comportent un besoin de traverser le maillage, d'aller jusqu'au bout du maillage, je vais simplement passer en mode de vue wireframe ici, recommencer border, select, et là, si je bascule, l'intégralité du maillage a bien été sélectionnée. Et maintenant, j'ai un outil qui me permet de séparer ces deux portions du maillage, qui est Separate. Donc, Separate, voilà, c'est la touche P du clavier. Séparer la sélection, parce qu'on peut aussi séparer par matériaux et par partie disjointe. Je vais cliquer sur P, et j'ai bien à nouveau deux objets disjoints. Alors, je vais continuer dans ma modélisation, je recommence ma fonction Join, sélection de la sphère, touche majeure enfoncée, sélection de la base du pion, CTRL J. J'ai donc joint ici mes deux objets. Et je souhaite maintenant, ici, créer la jonction entre ces deux portions de maillage, parce que pour l'instant, elles sont disjointes. J'ai un seul objet, mais deux portions de maillage disjointes. Je vais commencer par faire une chose un peu étrange avant de créer cette jonction. Je vais supprimer ici tout ce qui correspond à la base de la sphère. Donc je vais passer en vue de face, mode d'affichage wireframe, mode sélection de points. Je vais, avant de commencer quoi que ce soit, sélectionner tous les points et tous les désélectionner avec la touche A du clavier pour être certain qu'il n'y ait pas un petit point qui se balade, qui soit sélectionné dans la géométrie. Donc touche A deux fois pour être sûr d'avoir aucune sélection. Select, Border Select, touche B du clavier, ici, et je vais venir supprimer ici la base de ma sphère. Donc je l'ai sélectionné, touche X du clavier, et je vais supprimer les points, ce qui a pour effet bien sûr de supprimer les points, les arêtes et les faces. Voilà. Je vais maintenant utiliser une autre fonction, je ne sais pas si elle va marcher, ça se trouve je serai obligé de créer des faces à la main, on va voir ensemble. Encore une fois, je vous l'ai dit au départ, on tâtonne, c'est un chemin que je n'ai pas utilisé dans ma précédente modélisation. Je veux ici venir créer un pont, en fait, tout simplement, entre ce réseau d'arêtes et ce réseau d'arêtes là. Alors pour faire cela, je vais sélectionner toutes les arêtes qui correspondent au trou dans la base du pion, donc Shift, clic droit, hop. Alors, le Shift permet aussi de désélectionner, quand vous tenez, enfin le clic droit, Shift, clic droit permet de désélectionner, et je vais faire la même chose ici pour la partie inférieure de la sphère. Alors il existe une fonction qui permet de faire ça très rapidement. Je le fais là à la main, parce que c'est, en faisant pivoter, parce que c'est un grand classique de la modélisation, on a souvent à sélectionner des choses une par une. Il existe une fonction, mais ça dépend de vos systèmes, il se peut que ce raccourci clavier que je vais vous proposer rentre en conflit avec vos systèmes d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows. Je vais quand même le tenter. Ici, je peux sélectionner une arête. Je vais appuyer sur les touches Alt et Shift du clavier et faire un clic droit sur l'arête qui m'intéresse. Et là, Blender va me sélectionner ce qu'il appelle une loupe d'arête, donc une boucle d'arête. Je vais me déplacer et je vais recommencer. Alt, Shift, clic droit, et hop, miracle, vous l'avez vu, Blender me sélectionne des boucles d'arête complètes. Si elles sont cohérentes, je pourrais continuer ça. Et c'est une fonction extrêmement pratique du logiciel, les sélections par loupe, qu'on peut retrouver soit ici dans des outils de sélection. Ici on voit Edge Loop ou Edge Ring, ce qui permet de faire d'autres types de sélections. J'ai donc ici mes deux boucles d'arête sélectionnées. Je veux les rejoindre, les bridger, on va dire, faire un pont entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai bien veillé à ce que ici j'ai 16 étapes dans l'extrusion du profil et ici 16 rings
rajouté tout à l'heure dans la première séquence pour ma sphère. Et je vais aller chercher la fonction bridge, donc tout simplement ici, ma barre d'espace, ma toolbox, je vais aller chercher bridge, donc pont, bridge, bridge edge loop, donc en clair, créer un pont entre deux boucles d'arête, j'ai sélectionné deux boucles d'arête, je fais un clic gauche sur la fonction et, oh miracle, Blender m'a créé ici tout simplement un pont entre ces deux réseaux d'arêtes. Alors, la jonction est un peu rude, comme vous le constatez ici. Je vais faire une autre petite opération maintenant et je vais assouplir la zone qui est située ici. Alors pour faire cela, je vais venir ici, sélectionner en wireframe ce premier réseau d'arêtes, ici, et je vais venir simplement le descendre légèrement pour avoir une saillance qui est située entre les deux parties. Alors pour déplacer ce réseau d'arêtes, en fait, cette boucle de points, j'ai deux solutions. Soit j'utilise un manipulateur et je fais descendre cette partie, d'accord, mais ça ne fonctionnera pas si j'essaye de le faire dans une autre vue, ce qui est logique, d'accord. Soit je dispose d'une fonction dans Blender qui me permet de faire glisser tout un réseau d'arêtes s'il est cohérent et s'il se situe dans une partie de la topologie qui permet de le laisser glisser. Alors c'est la fonction qui s'appelle vertex ou edge slide. Je vais donc activer ici cette fonction, je vais aller la chercher, edge slide, et là vous le voyez, Blender va venir faire glisser, tant qu'il le pourra, en respectant la topologie, ce petit réseau d'arêtes. Donc voilà. Alors par contre, c'est encore un petit peu abrupt. Je souhaiterais pouvoir ici subdiviser plus et avoir tout simplement une sorte de chanfrein. Et ben, on va tout simplement créer un chanfrein. Alors pour créer un chanfrein, je vais utiliser une autre fonction qui est la fonction bevel. Toujours pareil, barre d'espace. Je vais aller chercher bevel ici, qu'on peut aussi utiliser par CTRL B. Et là, si je lance un bevel, vous voyez, Blender va venir me faire un chanfrein. Alors ce chanfrein, je vais pouvoir ici, dans cette boîte de dialogue, tant que je n'ai pas effectué d'autres opérations, choisir un petit peu sa taille et évidemment le nombre de coupes ou de réseaux d'arêtes qui ont été rajoutés. Et donc là, j'ai un chanfrein assez propre. Je pourrais aussi réaliser un chanfrein ici sur le bord, ici, sur la jonction directe entre la base du pion et la sphère. Donc pour cela, eh ben, je vais utiliser mon petit raccourci clavier Alt, Shift, clic droit. Alors il faut bien sûr tout désélectionner avant. Alt, Shift, clic droit. Ou par Shift, clic droit, je peux venir faire tourner ici, tourner autour de la forme et sélectionner ce réseau d'arêtes. Donc là, j'ai simplement utilisé Alt, Shift, clic droit. Je vais recommencer. Bevel. Et là, vous le voyez ici, au miracle, j'ai une jonction qui devient de plus en plus douce entre la sphère que j'ai rajoutée et la base du pion. Toujours pareil, ici, je peux contrôler le nombre de segments rajoutés, voilà, et la taille. Alors, faites attention, parce que si vous allez trop loin, Blender va créer une géométrie incohérente. Et restez bien cohérent. Cohérent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser ici l'arête supérieure du réseau précédemment créé, de la partie de la topologie précédemment créée. Alors, ce bevel, je peux bien sûr le reproduire ici, sur ce réseau d'arêtes ici. Donc je vais recommencer là, CTRL B, bevel, etc., etc. Et je vais venir comme ça, avec un simple outil, pouvoir rajouter les points qui m'intéressent aux bons endroits. Et je vais en rajouter un ici, voilà, un dernier bevel ici. Alors,
je ne rajoute pas un sur cette partie, vous allez voir pourquoi. C'est parce que d'ordinaire, ces parties sont saillantes sur une pièce d'échec. D'ailleurs, je réalise que j'ai rajouté un bevel ici, je n'aurais pas dû. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, je ne vais pas faire un bevel ici. Je ne vais pas le faire sur cette partie de l'arête. Je vais le faire ici. Alors quand vous sélectionnez une arête toute seule, vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas utiliser le raccourci majeur Alt, vous pouvez faire simplement ici Mesh, Select, donc Edge Loop, ce qui va permettre de sélectionner ce petit réseau d'arêtes. Et après, hop, Bevel, ce qui va me permettre ici, voilà, de faire mon bevel. Et j'ai ici une forme qui est presque terminée. Il nous reste encore quelques petites opérations à terminer. La première, c'est ici de fermer la forme, donc de créer une face. Alors, je l'ai dit dans une précédente vidéo, on essaye toujours de créer des faces à 4 ou 3 points. Donc, vous l'avez vu dans cette sphère par exemple, comporte des faces avec 3 ou 4 points. Et on évite en général les faces qui ont plus de 4 points, tout simplement parce que pour des problèmes de déformation, une topologie va mal se déformer si une face comporte plus de 4 points. Mais ici, dans cette partie qui sera totalement plane, c'est pas un souci. Donc je vais sélectionner ici 2 points, comme on l'a fait régulièrement. Select Edge Loop, voilà. Et ici, je vais venir créer une face, tout simplement avec un raccourci qui est le plus simple qu'on puisse trouver. C'est la touche F comme face du clavier. Et là, Blender va remplir correctement le trou que j'avais dans ma géométrie. Alors, pour finir, quelques opérations pour finaliser ce petit pion. Vous l'avez vu, les facettes sont visibles, donc l'objet n'est pas lisse. Et on veut le lisser. Alors, Blender dispose de 2 fonctions de lissage, même de 3 fonctions de lissage qui ne font pas du tout la même chose. La première et la plus utilisée est la fonction qu'on trouve dans les modificateurs, qui est subdivision de surface, donc surface subdivide, qui va venir rajouter des faces mais assouplir la forme. Et là, si vous voulez un objet lisse, vous vous rendrez compte qu'il faut des milliers et des milliers de faces et de points, ce qui alourdit les calculs. Et donc ici, j'ai absolument pas besoin de cet outil subdivision de surface, sur lequel on reviendra parce qu'il est utile quand même, on s'en sert très souvent. Je pourrais aussi utiliser une fonction qui est directement une fonction de lissage, donc qui s'appelle smooth, mais qui va me lisser l'objet. Vous allez voir, ça va le ramollir. Et c'est pas non plus ce que je cherche. Ça peut être utile, mais c'est pas non plus ce que je cherche. Moi, je sers simplement à faire ce qu'on appelle un lissage sur la surface, c'est-à-dire une interpolation d'éclairage, en fait, tout simplement. Et je vais utiliser une petite fonction qu'on trouve dans le menu W, donc ce menu vraiment très pratique, qui est un Shade Smooth. Donc en fait, c'est un ombrage lissé, tout simplement. Ce n'est pas une fonction qui va venir modifier la géométrie, mais qui va simplement utiliser les normales des faces pour venir faire un lissage. Et Blender, quand je fais ça, qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors je vais afficher les normales, c'est très important là, pour cette petite partie du cours. Je vous invite à prendre des notes. Donc encore une fois, j'ai utilisé Shade Smooth sur les points sélectionnés. Et je vais ici vous afficher les normales des faces. Alors que fait Blender en fait? Tout simplement, je vais sélectionner deux faces. Pour faire ce lissage, ce qu'il fait en fait, il va, au moment du calcul, faire une interpolation entre deux normales et venir en rajouter dans son calcul pour simuler la présence de différentes faces. Et donc ce lissage que vous voyez ici se base sur une interpolation qui est faite au moment du calcul de l'affichage et non pas sur une augmentation du nombre de points. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, je l'espère, mais c'est une option qui est extrêmement importante dans Blender. Et en général en 3D, puisque ce genre de lissage se fait au calcul soit du rendu, soit de l'affichage. Dernière petite option, vous l'avez vu, mon lissage est correct sur la sphère, c'est ce que je souhaitais. Par contre, je veux que certains bords, donc le bord inférieur ici et le bord supérieur ici, restent saillants. Je vais rajouter une petite fonction très pratique, qui est le Edge Split. Et voilà, Edge Split, ce qui permet de dire à Blender, en fonction d'un certain angle, ne fais pas ce lissage. Et Blender ici a arrêté de faire cette interpolation de normale entre ces deux faces, puisque pour lui, l'angle est saillant. Et la saillance de cet angle va pouvoir être déterminée soit
ici en déterminant un angle dans cette boîte de dialogue du modificateur, soit en venant ici, sélectionner des arêtes et en déterminant ici le crise, ce qu'on appelle le crise, c'est-à-dire la tension du réseau d'arêtes ou d'autres paramètres qui vont être utiles dans ce genre de boîte de dialogue. C'est pour ça que j'ai commencé mes premières séquences en vous expliquant que ces petits paramètres ici n'avaient pas d'effet forcément dans la vue 3D, mais ils auraient de l'effet ici dans ces boîtes de dialogue. On y reviendra puisque dans d'autres modélisations, on va réellement les utiliser pour contrôler par exemple le bevel. Voilà, c'est terminé pour le pion. Vous pouvez bien sûr, maintenant que vous savez faire, lui rajouter un matériau et venir le mettre en scène dans vos prochaines modélisations. Dernière petite chose avant de partir, que j'allais oublier, excusez-moi. Ces séquences sur la modélisation étaient un petit peu longues. Le point pivot du pion ici est au milieu. Voilà. Je vous invite à trouver tout seul comment changer sa position et nous verrons ensemble dans un exercice comment faire, mais ça fera partie de l'évaluation du jour. Je vous demande de trouver comment changer la position de ce point pivot en utilisant si possible le curseur 3D. Voilà, à très bientôt dans d'autres séquences.